C'était un dimanche matin, fin avril 1977, un de ces matins chauds et brumeux de Floride où l'air portait déjà une pointe d'humidité et où le monde semblait bouger un peu plus lentement. Teresa Fillingham, âgée de 10 ans, avait passé la matinée à l'église baptiste Saint Luke's de Tampa. Elle faisait partie de ces enfants que tout le monde en ville semblait connaître. Polie, à la voix douce, toujours souriante. Sa mère, Helen, avait repassé sa robe blanche ce matin-là, celle avec de minuscules fleurs bleues brodées le long de l'ourlet, et lui avait attaché un petit médaillon en argent autour du cou. À l'intérieur du médaillon se trouvaient deux photographies, l'une de sa mère, l'autre de sa sœur aînée, Rita. C'était un cadeau d'anniversaire reçu à peine 3 semaines plus tôt. Lorsque l'office s'est terminé vers 11h30, la congrégation s'est déversée sous le soleil éclatant. Les enfants couraient vers le camion de glace qui se garait là chaque dimanche, le son des rires se mêlant au bavardage des familles organisant leur déjeuner. Teresa est restée quelques minutes de plus, aidant l'une des dames âgées à rassembler les recueils de cantiques dans un panier, une chose qu'elle faisait depuis toute petite. Vers midi, elle a salué le pasteur d'un signe de la main et a commencé sa courte marche vers la maison. C'était un peu moins d'1 kilomètre, peut-être 15 minutes à pied. Elle l'avait fait des dizaines de fois. En bas de l'avenue Oakfield, de l'autre côté de la rue Myrtle, puis un virage à droite après le vieil magasin d'appât près du canal de drainage. Tout le monde dans ce quartier connaissait le chemin. Rien d'inhabituel. Mais à 13h, quand Helen a réalisé que la maison était toujours silencieuse, quelque chose n'allait pas. Au début, elle a supposé que Teresa s'était arrêtée pour parler avec des amis. Puis, elle a pensé que l'office avait peut-être duré plus longtemps. Elle a appelé la voisine d'en face. Non, elle ne l'avait pas vue. Elle a téléphoné à sa sœur, puis au pasteur. Personne. En moins d'1 heure, elle était dehors sur le porche, faisant les 100 pas, scrutant la route à la recherche de cette lueur familière de tissu blanc. En milieu d'après-midi, le soleil avait cédé la place à de lourds nuages, du genre qui transforme la lumière du jour en un étrange silence gris. Quand Hélène a appelé la police juste avant 16h, elle espérait encore que ce n'était qu'un malentendu, que sa fille était peut-être allée au parc ou rentrait lentement à pied. Mais lorsque les agents sont arrivés, leur ton a changé dès qu'ils ont appris que Teresa n'avait que 10 ans. Les enquêteurs ont commencé à ratisser le secteur immédiatement. Des bénévoles et des paroissiens se sont joints à eux, formant des lignes de recherche à travers la mince bande de bois derrière l'église. Les adjoints ont vérifié les ponceaux, les fossés de drainage et les hangars abandonnés derrière la station-service. D'autres arrêtaient les voitures le long d'Oakfield, demandant si quelqu'un avait vu une fille correspondant à sa description. Cheveux bruns mi-longs, robe blanche, collier en argent. La pluie a commencé juste après le crépuscule, légère d'abord, puis continue. Elle a trempé les lampes de poche et les chiens de recherche et a emporté les quelques faibles empreintes qui auraient pu exister sur les bas-côtés en terre. À la tombée de la nuit, le seul son qui restait était le bourdonnement des radios de la police et le faible grondement du tonnerre. Les voisins sont restés éveillés cette nuit-là, regardant depuis leur porche les voitures de patrouille passer, leurs phares balayant les clôtures et les boîtes aux lettres, le genre de scène qui fait retenir son souffle à tout un quartier. Le lundi matin, chaque route principale sortant de la ville avait la description de Teresa affichée sur les poteaux téléphoniques et les vitrines des stations-service. Les enquêteurs ont interrogé presque toutes les personnes qui avaient assisté à l'office ce jour-là.
Quelques-uns se souvenaient l'avoir vu parler à quelqu'un près du distributeur automatique devant la salle de l'école du dimanche. D'autres ont mentionné une camionnette beige qui était garée près du parking latéral, une qu'ils ne reconnaissaient pas. Le propriétaire du magasin d'appât, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Charlie Dunn, a dit aux agents qu'il l'avait vue passer vers 12h30 en direction de chez elle. Elle lui avait fait un signe de la main. Il avait répondu. C'était le dernier signalement confirmé. Au fil des jours, l'enquête s'est approfondie mais n'a rien donné. Les adjoints ont fouillé les basses terres marécageuses voisines, utilisant des bateaux pour vérifier les bassins de rétention et le canal étroit parallèle à l'autoroute. Ils ont trouvé des canettes jetées, un pneu de vélo, un caddie rouillé, mais aucune trace de Teresa. Hélène s'asseyait dans son salon chaque soir, écoutant la pluie contre la fenêtre et le grésillement du scanner de police qu'elle avait emprunté à un voisin. Elle a dit plus tard aux journalistes que c'était le silence qui lui faisait le plus peur, ne pas savoir si sa fille était quelque part, appelant à l'aide, ou si elle était déjà partie. À la fin de la semaine, les médias locaux s'étaient emparés de l'affaire. Des caméras filmaient des officiers pataugeant dans la boue avec des bâtons et des lampes de poche, le shérif faisant des déclarations mesurées sur les pistes en cours. Mais en privé, les enquêteurs admettaient qu'ils n'avaient presque rien. Aucun témoin oculaire, aucune preuve matérielle. Seulement quelques rumeurs éparses. Un vagabond vu près des voies ferrées, un itinérant offrant des tours en voiture aux enfants en échange de menus monnaie, et le signalement d'une camionnette en périphérie de la ville qui ne correspondait à aucune immatriculation locale. Lorsqu'une voyante d'Orlando a appelé, prétendant avoir vu la jeune fille dans une vision, Hélène, désespérée, a même accepté de la rencontrer. Les adjoints ont suivi la piste, mais elle n'a mené nulle part. Chaque fausse piste érodait le fragile espoir que Teresa soit peut-être encore en vie. Les semaines se sont transformées en mois. Les bénévoles se sont raréfiés. Les affiches sur les vitrines des magasins ont commencé à jaunir au soleil. À la fin de l'été, son dossier était discrètement passé de recherche active à personnes disparues, présumées enlevées. L'Église a organisé une veillée en août. 100 bougies illuminaient les marches de St. Luke's, tandis que la chorale chantait doucement dans la nuit. Hélène se tenait au premier rang, serrant le même médaillon en argent qu'elle avait donné à sa fille, un duplicata qu'elle avait commandé dans le même catalogue. Elle refusait de l'enlever, se disant que si Teresa pouvait la voir, elle saurait que sa mère attendait toujours. Mais à mesure que les saisons changeaient, la petite ville de Floride changeait avec elle. Les parents ont cessé de laisser leurs enfants aller à l'école à pied. Les magasins fermaient plus tôt. Les gens ont commencé à verrouiller des portes qui avaient toujours été laissées ouvertes. Ce qui était arrivé à Teresa Fillingham est devenu une sorte d'avertissement tacite, un rappel que la sécurité pouvait disparaître aussi rapidement qu'un enfant sur le chemin du retour de l'église. Les enquêteurs ont gardé son dossier actif pendant des années, le mettant à jour chaque fois qu'un renseignement arrivait, mais rien ne s'est jamais concrétisé. Même lorsque d'autres affaires ont émergé, d'autres jeunes filles disparues dans les comtés voisins, aucune n'a mené à elle. Pourtant, Helen n'a jamais déménagé. Elle est restée dans cette même maison de la rue Myrtle, celle où Teresa était censée rentrer ce matin-là. Chaque nuit, elle laissait la lumière du porche allumée et pendant les 40 années suivantes, elle le resterait, une seule lumière brillant à travers les tempêtes, les fêtes et les décennies de silence. Car dans son cœur, elle croyait qu'un jour quelque chose reviendrait enfin, que quelque chose,
où quelqu'un lui dirait ce qui s'était réellement passé après que sa fille lui ait dit au revoir au coin d'Oakfield et de Myrtle. Ce jour n'arriverait que 41 ans plus tard, mais quand il est arrivé, il n'a pas commencé avec un détective ou un indice, mais avec un garde forestier marchant dans les bois après une tempête, remarquant quelque chose de petit qui scintillait dans la boue. Au milieu de l'été, la recherche de Teresa Fillingham, 10 ans, s'était calmée pour devenir un bourdonnement douloureux en arrière-plan de la vie quotidienne. Les bois avaient été passés au peigne fin, les canaux de drainage dragués, et le bureau du shérif avait épuisé toutes les pistes possibles. Les bénévoles avaient cessé de se présenter au point de rassemblement derrière l'église baptiste Saint-Luke's, et les affiches qui couvraient autrefois toutes les vitrines commençaient à s'enrouler et à se décolorer sous la chaleur. Pour Helen Fillingham, le temps s'était arrêté. Chaque nuit, elle laissait la lumière du porche allumée, attendant le bruit de petits pas sur le gravier. Elle est restée allumée pendant des mois, à travers les orages, les pannes de courant, à travers les nuits où elle s'asseyait sur une chaise près de la fenêtre et refusait de dormir. Cette lumière est devenue un élément familier du quartier, un rappel silencieux que l'un des leurs était toujours porté disparu. Les enquêteurs ont tenté de garder l'affaire vivante. Un rapport affirmait que Teresa avait été aperçue dans un relais routier près d'Ocala, marchant avec un homme portant une casquette de baseball. Un autre renseignement décrivait un prédicateur itinérant vu dans les comtés de Hillsborough et Pasco, offrant des trajets aux familles entre les réunions de réveil religieux. Chaque histoire portait une lueur d'espoir, mais chacune se terminait de la même manière. Aucune preuve, aucune suite, aucune trace. Les mois se sont transformés en années et le monde a continué sans elle. Le dossier d'enquête original, autrefois rempli de mises à jour quotidiennes, est devenu une pile de paperasse vieillissante, rangée dans un classeur marqué Personnes disparues 1970-1180. De nouveaux crimes, de nouvelles victimes, de nouvelles priorités ont repoussé les anciennes encore plus loin dans le passé. En 1983, l'enquêteur principal d'origine, Frank Delaney, avait été transféré à la brigade des stupéfiants. Lorsqu'il a finalement pris sa retraite en 1989, il a transmis une seule boîte usée, étiquetée au marqueur noir épais, Fillingham 1977. À l'intérieur se trouvaient des photographies jaunies, des dépositions de témoins, des registres d'échantillons de sol et un unique Polaroid du médaillon que Teresa portait ce matin-là. Tous les quelques années, un nouvel enquêteur le sortait, feuilletait son contenu et passait quelques appels, mais rien ne bougeait jamais. L'affaire semblait scellée par le temps lui-même. Pendant ce temps, des rumeurs ont commencé à se répandre dans les villes voisines. Dans les comtés de Hernando et Citrus, deux autres jeunes filles avaient disparu dans des circonstances similaires, toutes deux jeunes, toutes deux vues pour la dernière fois près de petites églises le long de routes de campagne. Dans le comté de Lévis, une jeune fille de 12 ans a disparu en rentrant d'un pique-nique dominical. Le schéma était trop spécifique pour être ignoré. Les parents ont commencé à conduire leurs enfants partout, à verrouiller des portes qui n'avaient jamais eu besoin de clés. Les journaux locaux laissaient parfois entendre une théorie, celle d'un prédateur en série, un vagabond, qui aurait traversé la côte ouest de la Floride à la fin des années 1970, s'attaquant à des jeunes filles dans de petites communautés rurales. Il n'y avait aucune preuve, aucun nom, juste une ombre qui semblait planer sur une série de tragédies. Pour ceux qui l'avaient vécu, cette décennie est devenue connue
comme les années où les innocents disparaissaient. Pour Helen, le silence était pire que n'importe quelle histoire d'horreur. Elle tenait un carnet rempli de toutes les rumeurs qu'elle entendait, des numéros de plaques d'immatriculation, des descriptions de camionnettes, des signalements de jeunes filles qui ressemblaient à Teresa. Dans son esprit, chaque nouvel élément pouvait être la pièce manquante du puzzle. Elle appelait les enquêteurs si souvent que l'un d'eux, des années plus tard, a admis que chaque fois que le téléphone sonnait après minuit, il s'attendait à ce que ce soit elle. À la fin des années 1980, la maison des Philinim était devenue un monument à la mémoire. Les mêmes rideaux blancs pendaient à la fenêtre de devant, la même photo encadrée de Teresa souriant le matin de Pâques se trouvait sur la cheminée. Le médaillon, son duplicata, reposait toujours autour du cou d'Ellen. Les voisins disaient qu'elle parlait parfois à sa fille, tranquillement le soir, comme si elle était encore assise à la table de la cuisine en train de faire ses devoirs. Au bureau du shérif, le cas de Teresa est passé d'actif à archivé. Le tableau d'affichage près des dossiers non résolus présentait des dizaines de photos en noir et blanc, mais la sienne se démarquait, le visage d'un enfant légèrement estompé, souriant sans comprendre le poids que cette photo porterait un jour. À côté, une note au stylo bleu disait simplement « Dernière vue le 27 avril 1967 ». Les agents qui ont rejoint le département plus tard se sont fait raconter son histoire pendant leur formation. C'est devenu une sorte de légende, la jeune fille qui a disparu en rentrant de l'église. Cela rappelait à chaque détective à quel point une enquête pouvait être fragile lorsque les preuves disparaissaient et que le temps s'en mêlait. Helen a vécu chaque faux espoir qui a suivi. Chaque fois que des restes squelettiques étaient trouvés dans un comté voisin, le bureau du shérif l'appelait, lui expliquant doucement qu'il testait l'ADN. Chaque fois, les résultats revenaient négatifs. Elle les remerciait, raccrochait et retournait à sa veillée silencieuse près de la fenêtre. Il y a eu des moments où elle a essayé d'aller de l'avant. Elle a pris un travail à temps partiel dans une friperie locale, a rejoint un groupe de prière, a même planté un jardin, mais elle n'a jamais changé de numéro de téléphone, n'a jamais quitté la ville, n'a jamais cessé d'attendre. Chaque saison des fêtes, elle plaçait un petit ornement en argent sur l'arbre, en forme de cœur, qui ressemblait exactement au médaillon que Teresa avait porté. Et chaque année, elle murmurait la même promesse à voix basse. Je laisserai la lumière allumée. Dans les années 1990, la plupart des gens qui avaient connu Teresa enfant avaient grandi, déménagé, fondé leur propre famille. L'histoire est devenue quelque chose qu'ils racontaient à leurs enfants pour leur expliquer pourquoi ils ne devaient pas marcher seuls. À Tampa, l'affaire Philngim s'est estompée dans la longue liste des mystères non résolus de la Floride, un nom de plus dans une salle d'archives remplie de chagrin du sol au plafond. Pourtant, même dans son silence, l'affaire a perduré. De temps en temps, un officier passait devant ce vieux tableau d'affichage et s'arrêtait devant la photo de la petite fille en robe blanche, au léger sourire que le temps n'avait pas effacé. Il ne le savait pas encore, mais la réponse, la vérité sur ce qui s'était passé ce matin d'avril, n'était pas perdue à jamais. Elle était enfouie profondément dans les bois, à moins de 50 kilomètres de là, attendant, cachée sous les racines de vieux arbres et des années de terre, aux côtés de la seule chose qui, un jour, ramènerait Teresa à la maison, son médaillon. L'orage d'été qui a traversé la forêt d'État de Withlacoochee en 2018 n'avait rien de remarquable pour la Floride. Il fut bref,
violent, et laissa le genre de dégâts que seuls les habitants savent comment nettoyer. Des branches tombées, de légères inondations et quelques arbres déracinés éparpillés sur de vieux sentiers. Pour le garde forestier David Rowan, ce n'était qu'une semaine de plus de patrouille post-tempête, le genre de travail lent et méthodique qui suit chaque épisode de mauvais temps. Ce matin-là, la forêt semblait plus lourde que d'habitude. Le sol était mou sous ses pieds, l'air épais de l'odeur de terre humide et de pin. Rowan travaillait seul, inspectant la lisière d'un sentier de randonnée fermé, non loin de Croom Road. La zone était interdite depuis des années en raison de l'érosion, mais la tempête avait poussé des débris à travers la barrière d'accès et il devait s'assurer que personne ne s'y était aventuré. Il dégageait un chêne tombé quand quelque chose a attiré la lumière près de la base d'un arbre déraciné. Ce n'était pas grand-chose, juste un faible éclat d'argent sur la boue brune. Il s'est accroupi, a balayé une motte de terre et a senti quelque chose de froid entre ses doigts. Un petit médaillon en forme de cœur, à moitié enfoui, toujours attaché à ce qui semblait être les restes d'une chaîne rouillée. Au début, il a pensé que ce n'était qu'un autre bijou perdu, peut-être laissé tomber par un randonneur des années auparavant. Mais lorsqu'il a essuyé la saleté avec son pouce, un nom est apparu faiblement au dos. Teresa F. La gravure était délicate, presque lissée par le temps. Il l'a ouvert avec précaution. À l'intérieur se trouvaient deux photographies miniatures, endommagées par l'eau, presque fantomatiques après des décennies d'humidité. L'une montrait une jeune fille au visage rond et aux cheveux bruns et raides. L'autre était trop délavé pour être distingué. Un instant, il est resté là à regarder, réalisant que ce n'était pas le bibelot d'un randonneur. Cela semblait ancien. Rowan a enregistré la découverte, a mis le médaillon sous scellé conformément au protocole standard du parc et a poursuivi sa ronde. Mais quelque chose le rongeait. Le nom, le style, la façon dont il semblait être resté intact si longtemps. De retour au poste de garde plus tard dans l'après-midi, il a recherché les rapports de personnes disparues des comtés environnants, une vieille habitude de curiosité qu'il avait prise après des années dans les forces de l'ordre avant de rejoindre le service des parcs. Le nom est apparu presque instantanément. Teresa Filngim, 10 ans, disparue depuis le 27 avril 1977, vue pour la dernière fois en quittant une église à Tampa. La description mentionnait un médaillon en argent en forme de cœur gravé de ses initiales. Rowan sentit son estomac se nouer, le lieu de sa disparition, à environ 50 km au sud. La durée, plus de 40 ans, la possibilité que ce petit morceau de métal qu'il venait de déterrer ait passé 4 décennies sous cet arbre. Il a contacté le bureau du shérif du comté de Hernando le lendemain matin. En quelques heures, les enquêteurs étaient au poste de garde, photographiant et cataloguant le médaillon. La gravure, ont-ils confirmé, correspondait à la description du dossier original de personnes disparues. C'était suffisant pour rouvrir une affaire classée depuis plus de 4 décennies. L'inspectrice Lisa Vance, une enquêtrice chevronnée d'une cinquantaine d'années, a été chargée de l'affaire. Elle a demandé l'accès aux archives des dossiers originaux de 1977, stockés dans la salle des preuves du comté. À l'intérieur, les photos et les documents étaient fragiles, l'encre délavée, mais c'était bien là, une description manuscrite du collier de Teresa rédigée par sa mère. Petit cœur en argent, fermoir de la chaîne usée par l'usage. Les analystes de la police scientifique ont commencé à examiner le médaillon lui-même.
Ils ont confirmé qu'il avait probablement été exposé au sol et à l'humidité pendant des décennies, mais ont trouvé des traces microscopiques de matière biologique sur la charnière, trop dégradées pour l'ADN, mais suffisantes pour suggérer qu'il avait été enterré et non pas simplement perdu. Les maillons de la chaîne étaient soudés par la rouille, indiquant une exposition à long terme sous les racines d'un arbre ou dans une terre compactée. C'était assez pour que le bureau du shérif autorise une fouille de la zone environnante. Une équipe d'adjoints, de techniciens de la police scientifique et d'archéologues bénévoles de l'Université de Floride du Sud est arrivée 2 jours plus tard. Ils ont bouclé un périmètre autour de l'arbre déraciné et ont commencé à tamiser le sol, couche par couche. Le premier jour n'a rien donné, juste des ossements d'animaux et des morceaux de verre brisés. Mais le troisième matin, l'un des techniciens a signalé quelque chose d'inhabituel, une petite section de sol compactée qui semblait avoir été artificiellement perturbée. En dessous, sous 60 cm de sédiments, se trouvait un crâne humain partiel. L'excavation a ralenti pour devenir méticuleuse. Les équipes de la police scientifique ont travaillé tout le week-end, découvrant des restes de squelettes fragmentés, enchevêtrés dans de vieilles racines et de l'argile. Il y avait des restes de fibres de vêtements, trop dégradés pour être identifiés, et plusieurs petits boutons correspondant à une robe d'enfant des années 1970. Les os semblaient intacts, protégés pendant des décennies par les racines de l'arbre tombé, qui n'avait été que récemment arraché par la tempête. La scène était méthodique, respectueuse, presque silencieuse, à l'exception du bourdonnement des générateurs et du léger raclement des pelles. Chaque fragment a été documenté, photographié et scellé. Les os ont ensuite été transférés au bureau du médecin légiste à Brooksville, où des anthropologues judiciaires ont commencé leur analyse. À la fin de cette semaine, la nouvelle a commencé à se répandre discrètement au bureau du shérif. Les enquêteurs qui étaient là depuis assez longtemps pour se souvenir de l'ancienne affaire chuchotaient que la famille Fillingsim pourrait enfin avoir une réponse. Les tests préliminaires ont confirmé que les restes appartenaient à une jeune femme, âgée d'environ 10 à 12 ans au moment de sa mort. Il n'y avait aucun signe évident de traumatisme en raison de la détérioration, mais la proximité du médaillon et la nature isolée du site d'inhumation laissaient peu de doute. C'était bien la même Teresa qui avait disparu après l'église 41 ans plus tôt. Quand Hélène Filinim a reçu l'appel, elle avait 80 ans. L'inspectrice, au bout du fil, lui a dit que le collier de sa fille avait été trouvé dans une forêt et qu'une équipe travaillait pour confirmer ce qu'il croyait être ses restes. Selon le rapport déposé plus tard, elle n'a pas parlé pendant près d'1 minute. Puis, d'une voix calme, elle a dit « Je savais qu'elle ne l'aurait jamais enlevé. » La découverte a ravivé l'attention nationale. Les nouvelles locales ont diffusé des photographies d'archives de l'enfant disparu, de l'église qu'elle avait quittée ce dimanche-là, et une photo désormais délavée de sa mère debout sur le porche, sous cette même lumière qui avait brillé pendant des décennies. Pour les forces de l'ordre, l'affaire était à la fois une tragédie et une révélation. L'emplacement des restes se trouvait à moins de 50 km de l'endroit où Teresa avait disparu, dans une zone qui n'était que forêt et marécage, à la fin des années 1970. Cela soulevait des questions qui n'avaient pas été posées depuis des décennies. Qui l'avait emmenée là et pourquoi personne ne l'avait-elle trouvée plus tôt? Alors que les équipes de la police scientifique répertoriaient les indices, elles réalisèrent qu'il ne s'agissait pas seulement de la découverte des restes d'une seule enfant, c'était la réémergence d'une série macabre.
Dans ces mêmes bois, les enquêteurs trouvèrent d'autres parcelles de terre remuées qui allaient bientôt livrer de nouvelles découvertes, reliant l'histoire de Teresa à quelque chose de bien plus sombre, tapi dans le passé de la Floride. Pour l'instant, cependant, la forêt était redevenue silencieuse, le sol refermé, le sentier à nouveau clos. Mais sous le bruit des insectes et le bruissement des pins, la vérité avait enfin commencé à faire surface, et avec elle, la première véritable piste dans une affaire silencieuse depuis 41 ans. Ce médaillon, petit, en argent et usé, avait accompli ce qu'aucun détective n'avait pu faire. Il avait survécu au temps, et ce faisant, il venait de rouvrir l'un des mystères les plus obsédants de la Floride. Chaque affaire sur cette chaîne n'est pas qu'une simple histoire. Ce sont des semaines de recherche dans les archives, de vérification des faits et de reconstitution de vies réelles qui ont été perdues. Chaque épisode demande près de 15 jours de recherche et de longues nuits à poursuivre la vérité. Nous faisons cela parce que ces histoires comptent et que quelque part, quelqu'un mérite encore qu'on se souvienne de lui. Si vous voulez que nous continuions à découvrir la vérité derrière ces mystères, veuillez prendre une seconde pour aimer la vidéo, vous abonner et nous dire en commentaire quelle partie de l'affaire d'aujourd'hui vous a le plus touché. Votre soutien nous aide à continuer. Et si vous voulez voir d'autres affaires classées résolues, les liens vous attendent dans la description ci-dessous. Maintenant, revenons à l'affaire. À la fin du printemps 2018, la nouvelle s'était répandue dans les bureaux du shérif du comté de Hernando. Le médaillon trouvé dans la forêt d'État de Withlacoochee n'était pas un simple bijou perdu. C'était une preuve, du genre de celle qui pouvait enfin clore une affaire de disparition d'enfants vieille de 41 ans. En quelques jours, le département reclassifia officiellement l'affaire Teresa Fillingham, la faisant passer de personne disparue à enquête active pour homicide. Pour la première fois depuis 1967, son nom réapparut sur un tableau d'affaires en cours. L'inspectrice Lisa Vance dirigea la nouvelle enquête. Elle était connue pour sa persévérance tranquille, le genre d'enquêtrice qui ne se laissait intimider ni par le temps, ni par ses ravages. Lorsqu'elle reçut les résultats ADN du bureau du médecin légiste, le rapport était à la fois clinique et dévastateur. Le test comparait le matériel génétique des restes de Teresa à un échantillon fourni par sa sœur survivante, Rita, désormais âgée d'une 50aine d'années. La correspondance était concluante. La petite fille qui avait disparu en rentrant de l'église avait enfin été retrouvée. Pour la famille Fillingham, cette confirmation fut un mélange de chagrin et de soulagement. Des décennies d'incertitude prenaient fin avec une seule ligne dans un rapport de laboratoire. Helen, trop faible pour voyager, écouta silencieusement au téléphone l'inspectrice Vance lui expliquer que les restes de sa fille avaient été retrouvés dans une zone boisée à moins de 50 kilomètres de l'endroit où elle avait disparu. Lorsqu'on lui demanda si elle voulait que l'inspectrice sache quelque chose, Helen dit simplement « Dites-lui qu'elle est rentrée à la maison maintenant ». Le bureau du shérif tint une brève conférence de presse pour confirmer l'identification. Les médias locaux la couvrirent immédiatement, et les photos granuleuses de l'avis de recherche de Teresa de 1977 défilèrent à nouveau sur les écrans de télévision. Les journalistes parlèrent d'un mystère de 40 ans qui commençait enfin à se dénouer. Ils parlèrent de la tempête qui avait déterré le médaillon, du garde forestier qui l'avait trouvé et de la façon dont la police scientifique moderne avait réussi là où le temps et les circonstances avaient échoué. Mais
Derrière les communiqués de presse et les images d'archives, le vrai travail ne faisait que commencer. Les inspecteurs rouvrirent tous les dossiers liés à des enfants disparus ou assassinés dans la même région et à la même époque, recoupant des affaires non résolues en Floride, en Géorgie et en Alabama. Ce qu'ils commencèrent à voir était un chevauchement troublant. Des victimes similaires, des méthodes d'enterrement similaires, et un nom qui ne cessait de refaire surface dans les vieux dossiers, Billy Mansfield Jr. Mansfield était un prédateur connu qui avait terrorisé la côte du golfe de Floride à la fin des années 1970 et au début des années 80. Il avait été condamné en 1982 pour une série de meurtres incluant de jeunes femmes et des adolescentes. Son arrestation avait fait les gros titres nationaux après que les enquêteurs eurent découvert plusieurs tombes peu profondes derrière la propriété de sa famille à Spring Hill, en Floride, à moins de 30 kilomètres de l'église même que Teresa avait fréquentée. À l'époque, les enquêteurs pensaient avoir trouvé toutes ces victimes, mais ces découvertes avaient eu lieu après la disparition de Teresa. En fait, certaines des premières victimes signalées avaient été enterrées quelques mois seulement après sa disparition. Les similitudes étaient impossibles à ignorer. Les victimes de Mansfield étaient généralement de petite taille, enterrées dans des tombes peu profondes près de limites de propriétés boisées ou rurales et souvent retrouvées avec des objets personnels encore intacts, bijoux, pinces à cheveux ou vêtements. L'inspectrice Vance et son équipe demandèrent l'accès aux preuves archivées de la condamnation de Mansfield en 1981. Les boîtes arrivèrent couvertes de poussière, remplies de polaroïdes, d'échantillons de sol et de croquis de scènes de crimes dessinées à l'ère prénumérique. Lorsque les vieilles photos furent étalées sur la table de conférence, le schéma devint plus clair. Les lieux de sépulture, chacun d'entre eux reflétait la topographie de l'endroit où les restes de Teresa avaient été trouvés. Des zones boisées en bordure de propriétés rurales, proches de chemins de terre, avec les corps dissimulés juste assez profondément pour survivre à une fouille de surface, mais assez peu pour que la nature puisse éventuellement les exposer. Les experts scientifiques comparèrent la corrosion du médaillon et la composition du sol environnant aux échantillons des sites d'inhumation de Spring Hill. Les résultats étaient d'une cohérence glaçante. Même profil minéral, même type de couche d'argile compactée formée après des décennies sous terre. Même l'espacement des restes squelettiques et l'enchevêtrement des racines correspondaient à ce qu'ils avaient vu chez les autres victimes de Mansfield. Pendant ce temps, les analystes des affaires classées réexaminèrent chaque déclaration de l'enquête des années 1970. À l'époque, un commerçant local avait mentionné une fourgonnette beige garée près de l'église le matin de la disparition de Teresa. Dans le rapport original, la description du véhicule avait été jugée trop vague pour être suivie, mais dans l'une des affaires ultérieures de Mansfield, des témoins avaient décrit ce même véhicule, une Dodge de 1969 de couleur beige, vue près de la zone où une autre fille avait disparu. Ce n'était pas concluant, mais c'était suffisant pour que les enquêteurs revoient la chronologie. Ils découvrirent que Mansfield avait vécu par intermittence dans la région de Tampa en 1976 et 1977, aidant son père à gérer une petite entreprise de débarras. La propriété de sa famille à Spring Hill, où plusieurs corps furent retrouvés plus tard, se trouvait à moins de 45 minutes de route de l'église baptiste Saint-Luc, l'endroit même où Teresa avait été vue vivante pour la dernière fois.
Alors que les preuves s'accumulaient, le bureau du shérif contacta discrètement le département de l'application de la loi de Floride et la division des affaires classées du FBI. Il voulait vérifier si des preuves matérielles de la condamnation initiale de Mansfield existaient encore et pouvaient fournir des profils ADN grâce aux technologies modernes. Près de 40 ans s'étaient écoulés depuis la collecte de ces objets, mais dans un laboratoire de police scientifique, la plus petite trace pouvait tout changer. Lorsque la première comparaison ADN fut faite entre l'échantillon génétique conservé de Mansfield et la trace dégradée trouvée sur un bouton récupéré près des restes de Teresa, le résultat fut compatible avec un contact possible. Ce n'était pas une correspondance complète, la trace étant trop endommagée pour être définitive, mais cela réduisait considérablement le champ des suspects. Statistiquement, seule une poignée d'individus dans la région pouvaient partager ces marqueurs. Mansfield était l'un d'eux. L'inspectrice Vance contacta le Centre correctionnel de Californie, où Mansfield purgeait toujours sa peine de perpétuité. L'unité des affaires classées du département demanda officiellement un entretien. C'était la première fois en près de 4 décennies que quelqu'un le confrontait au sujet d'une victime antérieure à ces crimes connus. La demande fut d'abord accueillie par le silence, puis par une seule réponse. Envoyez ce que vous avez. Même sans aveu, les enquêteurs savaient qu'ils étaient plus proches que quiconque ne l'avait jamais été. Ils reconstituèrent les derniers moments de Teresa du mieux qu'ils purent. Une enfant rentrant de l'église, attirée par un étranger lui offrant un trajet, puis emmenée vers le nord en direction du comté de Hernando, où une tombe peu profonde l'attendait sous une canopée de pins et de chênes. Les journalistes commencèrent à revoir de vieilles images du procès de Mansfield, établissant des parallèles entre ces victimes confirmées et le cas de Teresa. Chaque journal télévisé répétait le même détail obsédant, que son médaillon en argent était resté intact après 41 ans, de la même manière que les autres victimes de Mansfield avaient été retrouvées avec leurs bijoux intacts. C'était devenu une signature sinistre qui liait le passé au présent. Pour la famille Fillingham, cette attention était à la fois une validation et une douleur. Helen refusa les interviews. Rita, cependant, parla brièvement à un journaliste local. Elle dit qu'elle n'était plus en colère. Elle voulait juste que l'histoire de sa sœur ait une fin. Elle voulait que sa mère, qui quittait désormais rarement son fauteuil près de la fenêtre, sache que quelqu'un avait enfin été tenu pour responsable. Au sein du bureau du shérif, les enquêteurs commencèrent à cartographier d'autres sites d'inhumation potentiels liés au déplacement de Mansfield dans les années 1970. Ce qui avait commencé comme la redécouverte d'une seule enfant ressemblait maintenant à une porte d'entrée vers un schéma bien plus vaste, des dizaines d'affaires de personnes disparues à travers la Floride et la Géorgie étant soudainement réévaluées à travers le prisme d'un seul nom. Les experts légistes décriront plus tard ce moment comme l'un de ces rares cas où le plus petit détail, un bijou rouillé trouvé par hasard, a réécrit toute une chronologie de violence. Fin 2018, les preuves entourant le meurtre de Teresa étaient devenues suffisamment solides pour lier formellement son cas au crime connu de Mansfield. Il ne le nia pas, il ne le confirma pas non plus, mais lorsqu'on l'interrogea, il aurait souri d'un air narquois et dit « Elles étaient toutes assez près de la maison. » Le dossier,
qui avait jadis reposé, oublié dans une boîte marquée 1977, était maintenant affiché sur un mur entier du bureau du shérif. Des photos du médaillon de Teresa, de la forêt où elle fut trouvée et de l'homme soupçonné de l'avoir enlevée étaient épinglées côte à côte. Pour les inspecteurs qui avaient passé leur vie à chasser des fantômes, c'était la première fois qu'ils pouvaient désigner quelque chose de tangible, un lien qui rattachait la disparition de la petite fille à l'un des tueurs en série les plus notoires de Floride. Pourtant, pour Helen et Rita, le mot justice semblait lointain. Ce qu'elles avaient à la place, c'était la vérité, brute, douloureuse et attendue depuis trop longtemps. Et même avec la découverte des restes de Teresa et la confirmation de son meurtrier, l'histoire n'était pas terminée. Car lorsque les inspecteurs retournèrent sur la propriété de Spring Hill, où Mansfield avait vécu, des chiens renifleurs signalèrent une section de terrain qui n'avait jamais été fouillée, et sous cette parcelle de terre, ils allaient découvrir quelque chose qui révélerait toute l'ampleur de ce qui se cachait là depuis le début. Quand les inspecteurs rouvrirent les vieux registres de 1981, l'écriture sur les pages avait commencé à s'estomper, ce genre d'encre qui se fond dans le papier après des décennies. Ces notes avaient été prises lors de la fouille initiale de la propriété de Billy Mansfield Jr. à Spring Hill, en Floride, à l'époque où la police avait découvert les tombes qui avaient mené à sa condamnation. Ils y avaient trouvé 4 victimes, toutes de jeunes femmes, enterrées derrière la maison de la famille Mansfield. Mais quelque chose dans ces dossiers était passé inaperçu pendant des années. C'était une ligne courte, presque négligente, griffonnée dans la marge du rapport d'un adjoint. Le sujet prétend qu'il y a un autre site près de la forêt, jamais trouvé. Il était facile de l'ignorer à l'époque. Mansfield était connu pour narguer les enquêteurs, mélangeant vérité et mensonge pour garder le contrôle de l'histoire. Mais maintenant, avec la découverte des restes de Teresa Fillingham à moins de 50 kilomètres de cette même propriété, cette note ne ressemblait plus à de la vantardise. Elle ressemblait à une carte. L'inspectrice Lisa Vance ordonna un réexamen complet des documents de la fouille de 1981. Chaque photographie, rapport de sol et témoignage fut examiné, cette fois à travers le prisme de la technologie moderne. Elle remarqua un détail dans les schémas de la scène de crime qui attira son attention. La limite de la propriété de la famille Mansfield jouxtait une étendue de bois non aménagée, qui dans les années 1970 était directement reliée à la zone où le médaillon de Teresa avait été trouvé. Les deux sites n'étaient séparés que par une limite de comté et un chemin de terre qui traversait la forêt. Fin 2018, le bureau du shérif autorisa une fouille exploratoire autour de cette zone de connexion. Des chiens renifleurs furent d'abord amenés, entraînés à détecter la décomposition humaine à travers des décennies de sol et de végétation. Ils commencèrent près du site où le garde Rowan avait découvert le médaillon de Teresa. En quelques minutes, 2 des chiens signalèrent presque exactement dans la même direction, une petite crête à environ 200 mètres du site de fouille initial. Un radar à pénétration de sol fut ensuite déployé, et ce qu'il révéla glaça le sang de toutes les personnes présentes. Sous la surface se trouvaient 3 anomalies souterraines distinctes, des zones où la densité du sol différait de sa composition naturelle, chacune ayant à peu près la taille et la profondeur d'une petite tombe. L'équipe de recherche les marqua et commença l'excavation. La première fouille révéla des os, petits, fragiles et enterrés depuis longtemps. La seconde contenait des restes partiels,
entremêlées de fibres de tissu et d'une chaussure d'enfant. Le troisième site prit plus de temps à atteindre. Il était plus profond, protégé par des racines d'arbres qui avaient poussé autour comme une cage. Lorsqu'ils découvrirent enfin ce qui s'y trouvait, c'était un autre squelette, également jeune, féminin, probablement enterré à la fin des années 1970. Les tests médico-légaux des semaines suivantes confirmèrent ce que tout le monde suspectait déjà. Les deux nouvelles victimes correspondaient à la tranche d'âge, à la période et à la méthode d'enterrement conforme au mode opératoire connu de Mansfield. L'une fut identifiée grâce à ses dossiers dentaires comme une jeune fille portée disparue de Clearwater en 1978. L'identité de l'autre resta inconnue, bien que les enquêteurs pensent qu'il pourrait s'agir d'une fugueuse dont la disparition n'avait jamais été officiellement signalée. Le bureau du shérif disposait désormais de preuves matérielles directes reliant les activités de Mansfield à la forêt où Teresa avait été trouvée. Ce n'était pas une simple coïncidence. C'était une continuation. Le terrain de chasse d'un seul prédateur, s'étendant au-delà des limites de comté, un terrain qui était resté inconnu pendant plus de 40 ans. L'inspectrice Vance et son équipe compilèrent les résultats dans un nouveau dossier. Il comprenait les preuves médico-légales, la note de la fouille de 1981 et les nouveaux rapports d'excavation. Ils l'envoyèrent au centre correctionnel de Californie, où Mansfield purgeait sa peine à perpétuité depuis le début des années 80. Une demande formelle d'entretien fut faite. Pendant des mois, il n'y eut aucune réponse. Puis, par un matin tranquille de novembre, le directeur de la prison rappela. Mansfield avait accepté de parler. L'entretien eut lieu dans une petite salle de visite aux murs en parpaings et à l'éclairage fluorescent vacillant. Mansfield, désormais sexagénaire, était assis en face de deux inspecteurs. Il était plus mince, les cheveux grisonnants, mais conservait ce même calme troublant pour lequel il était connu lors de son procès. Détaché, presque amusé par l'attention. Interrogé sur Teresa Fillingham, il n'hésita pas longtemps. Il se pencha en arrière sur sa chaise et dit « Ouais, je me souviens d'elle, la fille de l'église. Jolie petite chose. Elle disait qu'elle rentrait à pied. » Il marqua une pause, étudiant la réaction sur les visages des inspecteurs. « Je lui ai dit que je la déposerais. Elle a d'abord dit non, mais ensuite il a commencé à pleuvoir. » Selon la transcription, Mansfield affirme qu'il conduisait près de l'église baptiste Saint-Luc ce dimanche d'avril 1967, non loin de l'endroit où Teresa avait disparu. Il dit lui avoir offert un trajet, lui avoir dit qu'il habitait juste un peu plus loin sur la route et qu'il pouvait la ramener chez elle avant que l'orage ne s'aggrave. Une fois qu'elle fut montée dans la voiture, il conduisit vers le nord, non pas vers son quartier, mais vers le comté de Hernando, près de la propriété de son frère. Là, après le passage de l'orage, il dit avoir fait ce qu'il faisait toujours. Il l'enterra dans une tombe peu profonde sous la lisière des arbres, non loin d'un chemin de terre qui menait à la forêt d'État. Lorsque les inspecteurs le pressèrent de donner des détails, les réponses de Mansfield vinrent par fragments, de petites phrases glaçantes livrées sans émotion. Il dit avoir gardé son médaillon parce qu'elle en avait l'air fière et qu'il l'avait jeté plus tard quand la chaîne s'était cassée. Ce simple geste, jeter le médaillon, serait ce qui le relierait à elle plus de 4 décennies plus tard. Dans le rapport officiel, les enquêteurs notèrent que ses aveux correspondaient presque parfaitement aux preuves médico-légales.
Le lieu de sépulture, l'emplacement, l'orage, même la profondeur approximative de la tombe, tout concordait. C'était la confirmation finale de ce qui avait hanté la famille Fillingham pendant plus de 40 ans. Lorsque la nouvelle des aveux parvint en Floride, une conférence de presse fut organisée devant le bureau du shérif. Les journalistes se rassemblèrent sous un ciel gris, tandis que l'inspectrice Vance se tenait au pupitre, tenant une photo de Teresa, la même qui était accrochée au tableau des affaires classées depuis des décennies. Elle confirma publiquement que Billy Mansfield Jr. avait avoué avoir enlevé et tué Teresa Fillingham, 10 ans, en avril 1967. Au premier rang était assise Helen Fillingham, désormais âgée de 83 ans, enveloppée dans un châle léger et serrant cette même photo de sa fille. Elle écouta sans expression, les yeux fixés au sol. Lorsqu'un journaliste s'approcha d'elle par la suite, elle ne dit pas grand-chose. Elle murmura simplement « J'ai toujours su qu'elle n'était pas simplement partie ». Les aveux apportèrent une résolution, mais pas un réconfort. Pour Helen, ce n'était pas la justice. C'était la validation de ce qu'elle avait su dans son cœur pendant des décennies, que sa fille n'avait pas fugué, ne s'était pas perdue, n'avait pas disparu par accident. Elle avait été enlevée. Les inspecteurs poursuivirent leurs fouilles dans la zone environnante dans les semaines qui suivirent, découvrant d'autres perturbations du sol qui laissaient supposer d'autres tombes, des victimes qui n'avaient toujours pas été identifiées. Chaque nouvelle découverte ne faisait qu'approfondir le tableau des crimes de Mansfield, le portrait d'un homme qui utilisait l'isolement de la Floride rurale pour cacher ce qu'il avait fait. Dans le rapport final, les enquêteurs notèrent que la végétation dense de la forêt avait probablement préservé les restes pendant des décennies, les dissimulant sous les racines et les broussailles, jusqu'à ce que la tempête de 2018 dévaste la région. C'était un enchaînement de hasards. Un arbre tombé, un éclat d'argent et un médaillon qui refusait de rester enterré, qui a finalement mis la vérité en lumière. De retour en Californie, Mansfield ne montra aucun remords. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait finalement accepté de parler, il sourit d'un air narquois et dit « Parce que vous l'aviez déjà trouvé ». Pour les forces de l'ordre, ces aveux closaient l'un des plus anciens meurtres d'enfants non résolus de l'État. Mais pour ceux qui l'avaient vécu, les officiers qui avaient cherché sous la pluie en 1967, les voisins qui avaient gardé leurs enfants près d'eux pendant des années après, c'était un rappel que les monstres ne disparaissent pas simplement lorsque les gros titres s'estompent. Ils attendent en silence, enfouis sous le temps, jusqu'à ce que la terre elle-même les livre. Finalement, ce qui restait de Teresa Fillingham fut rendu à sa famille dans une petite boîte en bois. Son médaillon, nettoyé et restauré, fut placé à l'intérieur avec elle. Cet automne-là, Helen fit enterrer les restes de sa fille à côté de son défunt mari à Tampa, sous une pierre tombale qui disait simplement Teresa Marie Fillingham, 1967, 1000 retrouvée en 2018. La lumière du porche de la maison des Fillingham resta allumée une dernière nuit après l'enterrement. Puis, pour la première fois en 41 ans, Hélène l'éteignit. Mais l'histoire n'était pas encore terminée, car si l'affaire de Teresa avait enfin été résolue, le terrain derrière l'ancienne propriété de Mansfield recelait encore des secrets. Et ce que les enquêteurs allaient trouver ensuite prouverait que Teresa n'avait pas été la seule à attendre d'être retrouvée. Dans les mois qui suivirent les aveux,
l'histoire de Teresa Fillingham passa lentement de la une des journaux au bruit de fond des informations locales. Mais pour ceux qui avaient vécu avec son absence pendant 4 décennies, son nom ne s'estompa jamais. Son souvenir persistait dans les espaces qu'elle avait autrefois occupés, dans le fauteuil usé que sa mère refusait de remplacer, dans la photo qui trônait toujours sur la cheminée, et dans le médaillon qui avait survécu 41 ans sous terre. Le bureau du shérif finalisa son rapport au début de 2019. Pour la première fois, les mots affaires classées apparurent à côté du nom de Teresa. Ce n'était pas une victoire que l'on célébrait. C'était la fin discrète d'une affaire qui avait hanté le comté depuis la fin des années 70. Les enquêteurs la décrivaient comme l'un de ces rares cas où la coïncidence et la persévérance s'étaient rencontrées. Une tempête qui déracine un arbre, un garde forestier qui s'arrête pour y regarder de plus près, et un éclat argenté dans la boue qui refusait de rester enfoui. Le médaillon lui-même devint le symbole de toute l'enquête. Les experts de la police scientifique l'avaient nettoyé avec un soin infini, préservant chaque bosse, chaque éraflure. À l'intérieur, la minuscule photographie, autrefois floue et tachée par l'eau, fut suffisamment restaurée pour qu'on puisse distinguer la silhouette fragile du visage d'une enfant. Son sourire était discret, mais sans équivoque. C'était la même photo qui avait été épinglée sur les avis de recherche, imprimés dans les journaux, et que sa mère avait gardée dans son sac à main pendant des décennies. Lorsque le bureau du shérif annonça qu'une petite cérémonie commémorative aurait lieu sur le sentier forestier où elle avait été retrouvée, les gens affluèrent de tous les comtés voisins. Des inspecteurs à la retraite, des journalistes qui avaient couvert l'affaire dans les années 70 et des familles d'autres enfants disparus se tenaient en silence au milieu des arbres. L'endroit avait été dégagé et sécurisé par les employés du parc. Une petite estrade en bois avait été construite près de la base du vieux chêne, ce même arbre dont la chute avait révélé le médaillon de Teresa. Le garde David Rowan se tenait près du devant de la scène, tenant une petite vitrine en verre. À l'intérieur, sous une douce lumière, reposait le médaillon avec l'inscription Teresa F, encore visible au dos. Il ne s'attendait pas à être ému, mais tandis que le shérif parlait des années de silence et du miracle de cette découverte, Rowan ne put s'empêcher de regarder la parcelle de terre où il l'avait trouvée. Il lui semblait presque irréel de penser que ce petit objet, qu'il avait failli ignorer, avait résolu un mystère plus vieux que lui. L'inspectrice Lisa Vance prit ensuite la parole, la voix ferme mais chargée d'émotion. Elle expliqua comment cette affaire lui rappelait, ainsi qu'à tous les membres des forces de l'ordre, que certaines histoires ne se terminent jamais vraiment, que parfois les preuves ne disparaissent pas, elles attendent simplement le bon moment pour être retrouvées. Elle désigna le médaillon et conclut avec justesse. Ceci n'a jamais été un simple bijou. C'était la preuve que le temps peut enfouir la vérité, mais il ne peut la détruire. À la fin de la cérémonie, la vitrine fut exposée au centre historique du comté de Hernando, sous une plaque où l'on pouvait lire « Retrouvée après 41 ans, Teresa Marie Fillingham, 1967-1967 ». À côté, un bref résumé de l'affaire. Une enfant qui avait disparu en rentrant de l'église, une famille qui n'avait jamais cessé d'espérer, et une tempête qui leur avait enfin apporté une réponse. Les visiteurs s'arrêtent encore pour le regarder, non pas pour sa beauté, mais parce qu'il touche par son humanité poignante. Pour Ellen Fillingham, cette commémoration
était la première fois en plusieurs décennies qu'elle quittait sa maison pour autre chose qu'un rendez-vous médical. Elle arriva en fauteuil roulant, sa fille Rita à ses côtés, lui tenant la main. Lorsque le shérif l'aida à s'approcher de la vitrine, elle fixa le médaillon longuement, en silence. Puis, d'une voix douce, elle dit « Elle est rentrée ». Ce furent les seuls mots nécessaires. L'histoire de Teresa ferait un jour l'objet de documentaires et d'articles sur des meurtres non élucidés, enfin mis en lumière grâce à la science moderne. Son nom serait mentionné aux côtés d'autres, ces victimes oubliées des années 70 dont les disparitions avaient été classées comme de simples fugues. Mais ce qui rendait son histoire différente, ce n'était pas seulement le crime, c'était la manière dont elle fut retrouvée. Comment un objet si petit, un objet conçu pour l'amour, avait survécu aux tempêtes, aux décennies et à la décomposition pour dire la vérité. Dans la forêt, le sentier où ces restes furent découverts fut rebaptisé chemin Fillingim, une allée étroite et ombragée qui serpentait entre les arbres avant de déboucher sur une petite clairière marquée d'un unique panneau de bois. Ce n'était pas un monument officiel, mais les gens commencèrent à y déposer des fleurs, des jouets d'enfants ou de simples mots. La plupart étaient des inconnus, des parents qui avaient perdu leurs propres enfants, ou simplement des gens qui ne pouvaient s'empêcher de penser à ce qu'avait pu vivre cette petite fille, rentrant de l'église par une journée ensoleillée d'avril 1977. Le garde Rowan continua ses patrouilles dans la forêt de Withlacoochee. De temps en temps, il passait par cette même section du sentier et s'arrêtait un instant. Il regardait l'endroit et songeait à quel point le monde était passé près de ne jamais savoir, à tout ce qui avait failli être perdu. Il confia un jour à un collègue que cela l'avait amené à regarder différemment chaque détritus, chaque morceau de métal, chaque objet oublié sur le sol de la forêt. Car il savait maintenant que parfois, ces choses n'étaient pas des ordures. Parfois, ce sont les derniers messages que quelqu'un a laissés derrière lui. L'affaire elle-même a changé la manière dont les forces de l'ordre local géraient les dossiers de personnes disparues. Des dizaines de vieilles affaires dans toute la région furent rouvertes pour une nouvelle analyse scientifique, utilisant des technologies qui n'existaient pas lorsque ces enfants s'étaient volatilisés. Pour la première fois, les inspecteurs sentirent que le temps n'était peut-être pas l'ennemi, que des réponses enfouies pouvaient encore être exhumées, même après des générations de silence. Finalement, l'histoire de Teresa Fillingim n'était pas seulement une tragédie, c'était une histoire de persévérance, celle d'épreuve, de la mémoire et de la foi d'une mère, convaincue que sa fille n'avait pas simplement disparu. Helen s'éteindrait 2 ans plus tard, en 2021. Sur sa table de chevet, la police trouva 2 choses, une petite photo encadrée de Teresa et une coupure de journal montrant le médaillon sous sa vitrine. Aujourd'hui, la forêt a repris ses droits. Le sentier est silencieux, hormis le chant des cigales et le bruissement des branches. La plupart des randonneurs ignorent qu'a autrefois reposé sous leurs pieds la réponse à un mystère vieux de 41 ans. Mais quelque part dans ce silence, l'histoire persiste, murmure encore dans la terre, dans les arbres, et dans ce petit éclat d'argent qui a capté la lumière par un après-midi humide après une tempête. Un rappel que même après des décennies d'obscurité, certaines vérités trouvent le chemin de la surface et que disparu ne signifie jamais vraiment oublié.